Le poulain aveugle tremblait sous les rires cruels des enchérisseurs, quand Sophie, adolescente affamée vivant dans la rue, franchit la barrière interdite. Au contact de sa main sur l'encolure dorée, le silence brutal qui s'abattit sur l'assemblée annonçait une connexion que personne ne pouvait expliquer. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. La pluie battante de novembre frappait les rues pavées de Saint-Malo, avec une fureur implacable. Sophie Mercier, 14 ans, frissonnait sous l'abri précaire d'un auvent délabré, serrant contre elle le sac usé qui contenait tout ce qu'elle possédait au monde. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'accident qui avait emporté ses parents sur une route glissante. 6 mois de foyer d'accueil qu'elle avait fui l'un après l'autre, préférant la liberté glaciale des rues à l'indifférence chauffée des institutions. Son estomac grogna, lui rappelant qu'elle n'avait rien avalé depuis la moitié d'un sandwich trouvé la veille. Ses yeux bleu-gris, trop grands pour son visage émacié, scrutaient l'horizon à la recherche d'un abri plus durable. C'est alors qu'elle le vit, un panneau défraîchi annonçant une vente aux enchères équestre au domaine Beauregard. Entrée libre, chauffage garanti, promettait l'affiche détrempée. Sophie ne s'intéressait pas particulièrement aux chevaux, mais le mot « chauffage » brillait comme une étoile dans la grisaille du jour. Ajustant son bonnet élimé sur ses boucles châtaines, elle prit la direction indiquée, longeant les murs pour se protéger tant bien que mal des rafales humides. Le domaine Beauregard avait connu des jours meilleurs. La propriété, autrefois fleuron de l'élevage équin breton, portait les stigmates d'une lente déchéance. Sophie se glissa discrètement par une entrée latérale, évitant le regard soupçonneux d'un gardien somnolent. La chaleur des lieux l'enveloppa immédiatement et elle retint un soupir de contentement. La grande arène centrale grouillait d'activité. Une 50aine de personnes, principalement des hommes d'affaires et des propriétaires terriens, occupaient les gradins. L'odeur caractéristique du foin et des chevaux emplissait l'espace, rappelant à Sophie des souvenirs fragmentés de sorties scolaires dans une autre vie. « Lot numéro 23 », annonça un homme replé au micro. « Pouliche B, 3 ans, lignée, sel français, mise à prix 5 000 €. » Sophie se faufila jusqu'au dernier rang, prenant place dans un coin obscur où personne ne remarquerait sa présence. De là, elle pouvait observer les allées et venues des chevaux présentés et écouter les enchères qui s'enchaînaient à un rythme soutenu. « Vendu pour 8 200 € à Monsieur Lefebvre », s'exclama le commissaire-priseur avec satisfaction. La jeune fille observait, fascinée malgré elle par le ballet des équidés et le jeu des enchérisseurs. Elle remarqua rapidement que certains animaux suscitaient des batailles acharnées, tandis que d'autres étaient à peine considérés. « Lot numéro 30 », annonça le commissaire-priseur d'une voix nettement moins enthousiaste. « Poulain Palomino, 18 mois, race indéterminée. » Des murmures peu flatteurs parcoururent l'assemblée lorsqu'un jeune homme fit entrer un poulain à la robe dorée. L'animal avançait avec hésitation, sa tête oscillant de gauche à droite comme s'il cherchait à s'orienter dans un monde de ténèbres. « Comme vous pouvez le constater, » poursuivit l'homme au micro avec une grimace à peine dissimulée, « ce poulain souffre d'une cécité congénitale complète. Il provient de l'élevage des champs, malheureusement en liquidation suite au décès du propriétaire. Mise à prix symbolique, 100 €. » Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Le poulain, sentant l'attention focalisée sur lui, commença à tourner nerveusement en rond, heurtant presque la barrière. Son guide, visiblement peu patient, tira sèchement sur sa longe. « Allez, du calme, sac à problème !» grommela-t-il assez fort pour que Sophie l'entende. Quelque chose se serra dans la poitrine de la jeune fille. Elle connaissait ce sentiment d'être jugée sans valeur, d'être un fardeau dont personne ne voulait. Le poulain hennit doucement, un son plaintif qui ressemblait presque à une question. « Personne pour 100 €.
insista le commissaire-priseur. C'est une occasion, même pour la viande. Cette dernière remarque déclencha un rire étouffé parmi les acheteurs. Sophie sentit une vague de chaleur lui monter au visage. Le poulain doré, comme s'il comprenait qu'on parlait de son destin, se mit à trembler visiblement. « Bon, passons au lot suivant alors », soupira l'homme au micro. « Marcel, emmène cette bête à l'arrière. On verra plus tard ce qu'on en fait. » Le dénommé Marcel tira sur la longe avec impatience. Le poulain résista, plantant ses sabots dans la sûre de la reine. Sa panique était palpable, communicative. Sans réfléchir, Sophie se leva de son siège. Quelque chose de plus fort qu'elle la poussait vers l'avant. Elle descendit les gradins à toute vitesse et, avant que quiconque puisse l'arrêter, se glissa sous la barrière pour entrer dans l'arène. « Hé, la gamine, tu n'as rien à faire ici !» s'écria le commissaire-priseur. Mais Sophie ne l'entendait pas. Son monde S était rétréci à la silhouette dorée et tremblante du poulain. Elle s'approcha lentement, les mains légèrement tendues devant elle. « C'est dangereux, petite !» lança Marcel. « Il est aveugle, il pourrait te blesser. »« Il a surtout peur, » répondit Sophie d'une voix douce mais assurée, surprenant elle-même par son audace. Elle s'immobilisa à quelques pas de l'animal frémissant. Le poulain tourna sa tête dans sa direction, ses naseaux frémissants captant son odeur. Sophie tendit doucement la main, laissant à l'animal le temps de la sentir. « Je m'appelle Sophie, » murmura-t-elle. « Et toi, comment t'appelles-tu » Le poulain tendit son museau vers sa main, un contact léger, comme une caresse de plume. Puis, à la stupéfaction générale, l'animal fit un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à ce que son front touche délicatement l'épaule de la jeune fille. Un silence incrédule s'abattit sur l'assemblée. Sophie, oubliant les regards fixés sur elle, commença à fredonner doucement une berceuse que sa mère lui chantait lorsqu'elle était petite. Une mélodie simple, presque oubliée, qui remontait des profondeurs de sa mémoire. Le poulain frémit contre Sophie, comme si la mélodie touchait quelque chose de profond en lui. La jeune fille continua de chanter, sa voix gagnant en assurance à mesure que le contact entre eux se prolongeait. La crinière dorée du poulain chatouillait son cou et elle pouvait sentir les battements affolés de son cœur commencer à ralentir progressivement. « Incroyable !» murmura quelqu'un dans les gradins. Sophie N n'écoutait pas. Elle était concentrée sur l'animal, sur cette connexion étrange et immédiate qui s'était établie entre eux. Ses doigts glissèrent doucement sur l'encolure du poulain, découvrant une peau chaude et vivante sous le pelage soyeux. « Tu n'es pas seule !» chuchota-t-elle contre son oreille. « je te vois vraiment !» Le poulain exhala profondément, comme s'il libérait une tension accumulée depuis des semaines. Il fit un léger mouvement de tête, ses yeux laiteux fixés sur un point au-delà de Sophie, mais tout son corps était orienté vers elle avec une confiance absolue. Un homme d'une cinquantaine d'années, dont le costume élégant détonnait avec l'ambiance rustique de la reine, se pencha vers son voisin. « Comment est-ce possible ? Delacroix m'avait dit que cette bête était incontrôlable. »« C'est un mystère, docteur Bertrand, » répondit l'autre. « Une personne n'a réussi à l'approcher sans qu'il panique depuis son arrivée ici. Le docteur François Bertrand, vétérinaire équin renommé dans toute la Bretagne, observait la scène avec un intérêt professionnel qui se muait peu à peu en fascination. Il se leva lentement de son siège et s'approcha de la barrière. Pendant ce temps, le commissaire-priseur semblait déchiré entre l'agacement de voir son programme perturbé et la curiosité que suscitait cette scène inhabituelle. « Jeune fille, appela-t-il finalement, tu dois sortir de l'arène maintenant. Nous avons d'autres lots à présenter. » Sophie leva les yeux, sortant brutalement de la bulle qu'elle avait créée avec le poulain. L'idée de « S » éloigné de l'animal lui était soudain insupportable. Elle sentait qu'il la comprenait d'une façon que personne n'avait fait depuis la mort de ses parents. « Qu'est-ce qui va lui arriver ?» demanda-t-elle.
sa voix résonnant plus fort qu'elle ne l'aurait voulu dans l'espace silencieux. Le commissaire-priseur haussa les épaules avec une indifférence étudiée. « Ce n'est pas ton problème, petite. Maintenant, sors d'ici avant que je n'appelle la sécurité. Il s'appelle Lumière, » déclara soudain une voix éraillée depuis l'entrée des écuries. Tous les regards se tournèrent vers une vieille femme voûtée qui s'avançait en s'appuyant sur une canne. Ses vêtements usés et son visage buriné témoignaient d'une vie passée en plein air. Madame Deschamps salua le commissaire-priseur avec une déférence forcée. « Nous pensions que vous ne viendriez pas aujourd'hui. Comment aurais-je pu manquer la vente des derniers enfants de mon Étienne ?» répondit-elle avec amertume. « Ce poulain, monsieur, était la fierté de mon mari, né pendant l'orage le plus violent que Saint-Malo ait connu depuis 20 ans. Un éclair a frappé notre chêne centenaire au moment même où il venait au monde. » Elle s'approcha de la reine à petits pas prudents, ses yeux fatigués mais vifs posés sur Sophie et le poulain. Sa mère est morte en le mettant au monde. Étienne l'a nourri au biberon, jour et nuit pendant des semaines, Il a choisi de l'appeler Lumière, parce qu'il disait toujours que ce petit possédait une lumière intérieure que ses yeux ne pouvaient pas voir. Le poulain dressa les oreilles au son de la voix de la vieille femme, comme s'il la reconnaissait. Sophie sentit une vague d'émotion l'envahir en imaginant cet homme qu'elle n'avait jamais connu, se levant au milieu de la nuit pour nourrir un orphelin aveugle. Puis Étienne est parti, lui aussi, continua Madame Deschamps, sa voix se brisant légèrement. Une crise cardiaque dans l'écurie, il y a 2 mois. Quand ils ont trouvé son corps, Lumière se tenait près de lui, refusant de laisser quiconque s'approcher pendant des heures. Le docteur Bertrand S. était rapproché discrètement, observant l'interaction entre Sophie et le poulain avec un intérêt croissant. Depuis, personne n'a pu le toucher, conclut la vieille femme. Personne jusqu'à aujourd'hui. Elle regarda Sophie droit dans les yeux. « Comment t'appelles-tu, mon enfant ?»« Sophie Mercier, madame, » répondit la jeune fille, intimidée par l'intensité du regard de la vieille femme. « Et dis-moi, Sophie Mercier, où sont tes parents ?» La question, directe et inattendue, frappa Sophie comme un coup physique. Elle baissa les yeux, sa main s'agrippant inconsciemment à la crinière du poulain. « Ils sont morts dans un accident de voiture au printemps dernier, » murmura-t-elle. Un murmure parcourut l'assistance. Le poulain, sentant la détresse de Sophie, pressa son museau contre son épaule, comme pour la réconforter. « Et maintenant, où vis-tu » poursuivit Madame Deschamps, imperturbable. Sophie hésita. Mentir lui semblait inutile face à cette femme au regard pénétrant. « Nulle part, partout, je me débrouille. » Le commissaire-priseur tout sauta, visiblement mal à l'aise. « Écoutez, nous avons un programme à respecter. Si personne n'enchérit pour ce poulain, nous devons passer au lot suivant. »« J'enchéris, » déclara soudain le docteur Bertrand, s'avançant dans la lumière. 100 € pour le poulain. Un silence surpris accueillit cette offre. Le vétérinaire était connu pour sa clinique prestigieuse et sa clientèle fortunée, mais certainement pas pour acheter des animaux handicapés sans valeur commerciale. 150, lança une voix féminine depuis le fond de la salle. Sophie se retourna pour voir une élégante femme aux cheveux argentés se lever. Madame Delphine Rousseau, propriétaire du Haras des Brumes, était une figure respectée du monde équestre français. « 200, contre-enchérit le docteur Bertrand. « 300, répondit immédiatement Madame Rousseau. Sophie assistait, incrédule, à cette bataille d'enchères imprévue pour un animal que tous avaient ignoré quelques minutes plus tôt. 500 €, annonça une nouvelle voix. Un homme trapu au visage buriné par le soleil était levé dans les gradins. Sophie reconnut le boucher du village voisin, dont la camionnette arborait fièrement « Boucherie Moreau », viande de qualité depuis 1962. Son cœur se serra. Elle comprit immédiatement les intentions du boucher et instinctivement, ses bras se resserrèrent autour de l'encolure de lumière. « 600 » répliqua le docteur Bertrand. «
une note de tension dans la voix. 700, renchérit Madame Rousseau. 800, contra le boucher avec un sourire carnassier. Les enchères montaient à une vitesse vertigineuse, dépassant rapidement le millier d'euros. Sophie, prise au milieu de cette bataille, sentait le poulain s'agiter sous ses mains. Il percevait la tension ambiante et son anxiété commençait à revenir. La jeune fille reprit son fredonnement apaisant, caressant doucement l'encolure frémissante. « Un moment, s'il vous plaît, intervint Madame Deschamps, levant sa canne pour attirer l'attention. Sa voix, malgré son âge, portait une autorité naturelle qui fit taire l'assemblée. Avant que cette vente ne continue, j'aimerais comprendre pourquoi vous enchérissez, Monsieur Moreau. » Le boucher haussa les épaules avec une désinvolture étudiée. « Les affaires sont les affaires, Mathilde. Même aveugle, ce poulain représente un bon poids de viande. À ce prix, c'est encore rentable. » Un murmure d'indignation parcourut l'assistance. Sophie sentit des larmes lui piquer les yeux, mais elle les retint, déterminée à ne pas montrer sa faiblesse. « Et vous, docteur Bertrand, Madame Rousseau ?» poursuivit la vieille dame. « Quelles sont vos intentions ?» Le vétérinaire S éclaircit la gorge. « Je dirige un programme de thérapie équine pour enfants handicapés à ma clinique. Ce poulain, je crois qu'il pourrait avoir un don particulier pour ce travail. » Madame Rousseau hocha la tête. « Quant à moi, je suis simplement touché par cette scène. Mon haras pourrait offrir un foyer à ce poulain exceptionnel. »« Je vois, » murmura Madame Deschamps, puis, d'une voix plus forte, « Et qu'en est-il de la fille ?» Un silence gêné s'installa. Le commissaire-priseur se racla la gorge. Madame Deschamps, cette vente concerne uniquement le lot numéro 30, à savoir le poulain. La jeune fille n'est pas incluse dans la transaction. »« C'est précisément mon point, » répliqua sèchement la vieille femme. « Regardez-les. Vous séparerez ces deux âmes au moment même où elles viennent de se trouver ?» Sophie leva les yeux vers Madame Deschamps, une lueur d'espoir naissant dans sa poitrine. Le poulain, comme s'il comprenait l'enjeu de la discussion, pressa sa tête contre elle avec insistance. « Je dois signaler, » intervint soudain une femme d'une quarantaine d'années au tailleur strict, « que cette mineure semble être en situation d'errance. En tant que représentante des services sociaux présente par hasard aujourd'hui, il est de mon devoir de la prendre en charge. » Sophie se raidit. Les services sociaux, les foyers. Les familles d'accueil qui la regardaient avec pitié ou indifférence. Son regard croisa celui de la femme, et elle y lut une détermination bureaucratique qui la glaça. « Mademoiselle Dupont, » répondit le docteur Bertrand en s'adressant à la représentante des services sociaux, « peut-être pourrions-nous discuter d'arrangements plus appropriés pour cette situation particulière. »« La loi est claire, docteur, » répliqua froidement Mademoiselle Dupont. « Une mineure sans tuteur légal doit être prise en charge par nos services. » Madame Deschamps s'avança encore, ses yeux plissés par la détermination. « À moins qu'un adulte responsable ne se propose comme famille d'accueil, n'est-ce pas ? Procédure accélérée dans des circonstances exceptionnelles. L'article 375-3 du Code civil, si ma mémoire ne me fait pas défaut. » Mademoiselle Dupont parut surprise. « Vous connaissez les textes, madame. J'ai été institutrice pendant 40 ans avant de devenir éleveuse, » répondit la vieille femme avec un sourire rusé. « Et j'ai déjà accueilli des enfants en difficulté par le passé. » Le cœur de Sophie battait si fort qu'elle était certaine que tout le monde pouvait l'entendre. Était-il possible que... « Vous proposez de prendre cet enfant sous votre responsabilité ?» demanda mademoiselle Dupont, incrédule. « C'est exactement ce que je propose, » confirma Madame Deschamps. Avec l'accord de Sophie, bien entendu, tous les regards se tournèrent vers la jeune fille. Elle sentit le poids de cette attention collective, mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas un regard de pitié ou de méfiance qu'elle percevait, mais plutôt une attente bienveillante. « J'aimerais beaucoup, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Parle plus fort, mon enfant !»
l'encouragea Madame Deschamps. Dis ce que ton cœur désire vraiment. Sophie inspira profondément, puisant du courage dans la présence chaude du poulain contre elle. Oui, dit-elle fermement, j'aimerais vivre avec Madame Deschamps et Lumière. Un sourire illumina le visage ridé de la vieille femme. Alors, c'est décidé. Pas si vite, intervint le commissaire-priseur. Le poulain est toujours à vendre et les enchères ont atteint des sommes conséquentes. Combien ? Demanda simplement Madame Deschamps. 1600 €, répondit l'homme, consultant ses notes. La vieille femme fouilla dans son sac et en sortit un carnet de chèques usés. Je vous en offre 2000 pour récupérer ce qui me revient de droit. Le boucher se leva, furieux. J'offre 2500. 3000, dit calmement le docteur Bertrand. 3500, renchérit Madame Rousseau. Madame Deschamps secoua la tête, l'air soudain fatigué. Je ne peux pas suivre ces enchères, mes économies ne me le permettent pas. Sophie sentit son espoir naissant s'effriter. Lumière, percevant son désarroi, frotta doucement sa tête contre son épaule. C'est alors qu'une idée sembla germer simultanément dans l'esprit du docteur Bertrand et de Madame Rousseau. Ils échangèrent un regard, puis le vétérinaire s'approcha de la vieille femme. « Madame Deschamps, dit-il à voix basse mais assez fort pour que Sophie puisse entendre, et si nous trouvions un arrangement ? Je pourrais acheter ce poulain et vous le confier, à vous et à Sophie, à condition qu'il participe occasionnellement à mon programme de thérapie. Je serai également prête à contribuer financièrement à son entretien, ajouta Madame Rousseau en s'approchant, en échange de visites régulières dans mon haras pour partager cette connexion remarquable avec d'autres jeunes. Madame Deschamps les étudia longuement avant de hocher la tête. Et ce serait un honneur de collaborer avec vous deux, mais la décision finale appartient à Sophie et Lumière. La jeune fille, qui avait suivi cet échange avec une attention intense, regarda tour à tour les adultes qui venaient potentiellement de changer le cours de son existence. Puis, elle baissa les yeux vers le poulain doré. « Qu'en penses-tu, Lumière » murmura-t-elle à son oreille. « Sommes-nous prêts pour une nouvelle famille ?» Comme en réponse à sa question, le poulain hennit doucement et fit un pas en avant, l'entraînant avec lui vers les trois adultes qui attendaient à leur réponse. Les formalités prirent moins de temps que Sophie ne l'aurait imaginé. Le commissaire-priseur, visiblement soulagé de voir cette vente inhabituelle se conclure, accepta l'arrangement proposé par le docteur Bertrand et Madame Rousseau. Les trois adultes signèrent un document préparé à la hâte, officialisant leur accord particulier. Vendu pour 3000 € au consortium Bertrand Rousseau Deschamps, annonça-t-il finalement, frappant son marteau avec un soulagement évident. Mademoiselle Dupont, la représentante des services sociaux, s'approcha de Sophie avec un formulaire. « Ceci est une autorisation provisoire de placement chez Madame Deschamps », expliqua-t-elle, son ton professionnel légèrement adouci. Nous devrons régulariser la situation dans les prochains jours, mais cela suffira pour l'instant. Sophie hocha la tête, encore étourdie par la tournure des événements. Il y a 1 heure à peine, elle errait sous la pluie, affamée et seule. Maintenant, elle avait un toit, une gardienne et un ami à 4 pattes qui ne quittait pas son côté. « Viens, mon enfant », dit doucement Madame Deschamps. « Rentrons à la maison. » La maison. Ce mot résonnait étrangement aux oreilles de Sophie, à la fois familier et terriblement lointain. Marcel, l'homme qui avait initialement présenté Lumière, apporta une longe propre, l'air soudain respectueux. « Je vais vous aider à le charger dans la remorque, » proposa-t-il. « Ce ne sera pas nécessaire, » intervint le docteur Bertrand. « Ma clinique n'est qu'à 5 kilomètres de chez Madame Deschamps. Je propose de vous y conduire tous les trois, afin de faire un examen complet de Lumière. » Sophie guida doucement le poulain hors de l'arène, sous les regards curieux des spectateurs qui avaient assisté à cette scène extraordinaire. Certains applaudissaient discrètement, d'autres chuchotaient entre eux,
mais la jeune fille ne prêtait attention qu'au contact rassurant de lumière contre son épaule. Le docteur Bertrand possédait un véhicule spacieux, spécialement aménagé pour le transport des équidés. Avec une patience infinie, Sophie parvint à convaincre Lumière d'y monter, lui murmurant des encouragements à chaque pas. Une fois le poulain installé, Madame Deschamps et Sophie prirent place à l'avant, aux côtés du vétérinaire. « Tu aimes les animaux depuis longtemps ?» demanda le docteur à Sophie, alors qu'il quittait le domaine Beauregard. La jeune fille réfléchit. « Je n'ai jamais vraiment eu l'occasion d'en approcher avant aujourd'hui. Nous vivions en appartement à Rennes. Tu as un don, affirma-t-il simplement. Ce que tu as fait avec ce poulain, c'est exceptionnel. » Sophie rougit légèrement, peu habituée aux compliments. « C'est plutôt lui qui m'a choisi, je crois. » Madame Deschamps sourit. « Certaines rencontres sont écrites quelque part, mon enfant. Étienne disait toujours que les chevaux voient l'âme des gens, pas leur apparence. Même les chevaux aveugles, demanda Sophie avec une pointe d'humour timide. Mais surtout les chevaux aveugles, répondit la vieille femme en lui tapotant la main. La clinique vétérinaire du docteur Bertrand était un bâtiment moderne, niché dans la campagne bretonne. Des paddocks impeccables étendaient à perte de vue, et plusieurs chevaux y paissaient paisiblement. « Bienvenue à la clinique équine de l'Horizon », annonça fièrement le docteur en se garant. « Lumière sera notre premier patient aveugle, mais je vous assure qu'il recevra les meilleurs soins. » Une jeune assistante vétérinaire vint à leur rencontre, émerveillant de la complicité entre Sophie et le poulain, tandis qu'il le déchargeait. Lumière, bien que nerveux dans ce nouvel environnement, restait remarquablement calme tant que Sophie gardait une main sur lui. L'examen dura près d'1 heure. Le docteur Bertrand confirma la cécité complète du poulain, mais ne trouva aucun autre problème de santé. Il est parfaitement constitué par ailleurs, expliqua-t-il. Sa cécité est congénitale, probablement due à un développement incomplet du nerf optique. Il ne souffre pas, et avec les bons soins et un environnement adapté, il peut vivre une vie parfaitement heureuse. Sophie poussa un soupir de soulagement. Pendant tout l'examen, elle n'avait cessé de caresser et de rassurer Lumière, allant jusqu'à fredonner sa berceuse lorsque certaines manipulations semblaient l'effrayer. « Quant à toi, jeune fille, » ajouta le docteur avec un regard préoccupé, « j'aimerais t'examiner également, si tu le permets. » Sophie hésita, soudain méfiante. Elle n'avait pas vu de médecin depuis l'accident. « Je resterai avec toi, » promit Madame Deschamps, percevant son inquiétude, « et nous reviendrons immédiatement auprès de Lumière ensuite. » À contre-cœur, Sophie accepta. Dans une salle d'examen adjacente, le docteur Bertrand, qui s'avérait également médecin généraliste, procéda à un examen rapide mais minutieux. Légère déshydratation, carence nutritionnelle évidente, quelques contusions mineures, murmura-t-il en prenant des notes. Rien qu'une bonne alimentation et du repos ne puissent guérir. Il rédigea une liste de recommandations et de vitamines, puis regarda Sophie droit dans les yeux. « Tu es courageuse, Sophie Mercier. Peu d'enfants auraient survécu seuls aussi longtemps. » La jeune fille détourna le regard, touchée malgré elle par cette reconnaissance de ses épreuves. Le soleil commençait à décliner lorsqu'ils reprirent la route vers la ferme des champs. Lumière, plus confiant, monta dans la remorque sans hésitation cette fois, comme s'il comprenait qu'il était en sécurité avec ses humains particuliers. « C'est une modeste demeure, » prévint Madame Deschamps alors qu'ils approchèrent d'une petite ferme en pierre nichée entre 2 collines. « Depuis la mort d'Étienne, j'ai dû vendre la plupart des chevaux et réduire les activités. Mais il reste un bon pâturage et une écurie confortable. » « C'est magnifique, » souffla Sophie, en découvrant le paysage baigné par la lumière dorée du couchant. Une petite maison en pierre, aux volets bleus, se dressait au milieu d'un jardin un peu sauvage. Derrière, on apercevait une écurie modeste mais bien entretenue, et plus loin, des prés verdoyants entourés de haies épaisses. « Bienvenue chez toi, Sophie.
dit simplement Madame Deschamps, chez elle. Les mots résonnèrent profondément dans le cœur de la jeune fille. Le docteur Bertrand les aida à installer Lumière dans un box spacieux garni de paille fraîche. Sophie ne quitta pas le poulain pendant tout le processus, lui décrivant chaque nouvel environnement avec une patience infinie. « Ici, c'est ton nouveau box », murmurait-elle. « Il y a de la paille douce sous tes sabots, un râtelier plein de foin frais à ta gauche et un abreuvoir d'eau fraîche à ta droite. La porte donne sur un petit couloir qui mène à un pré. Tu pourras y courir demain. » Le poulain écoutait attentivement, ses oreilles pivotant au son de sa voix, explorant prudemment son nouvel espace du bout des naseaux. « Il comprend ce que tu lui dis », remarqua le docteur, fasciné. « C'est extraordinaire. Nous étions destinés à nous rencontrer, » répondit simplement Sophie, caressant l'encolure dorée. Après avoir vérifié que tout était en ordre, le docteur Bertrand prit congé, promettant de revenir dans quelques jours. Il laissa à Madame Deschamps des médicaments pour Sophie, ainsi que des compléments nutritionnels pour Lumière. « Tu dois être affamée, » dit la vieille femme une fois qu'ils furent seuls. « Viens, je vais te préparer quelque chose. » Sophie hésita, ne voulant pas quitter Lumière. « Ne t'inquiète pas, » la rassura Madame Deschamps. « Il est en sécurité ici, et la cuisine donne directement sur elle l'écurie. Tu pourras le surveiller par la fenêtre. » À contre-cœur, Sophie suivit sa nouvelle gardienne jusqu'à la petite maison. L'intérieur était simple mais chaleureux. Des meubles anciens mais bien entretenus, des étagères croulant sous les livres et partout des photos de Étienne Deschamps avec ses chevaux. « Mon Étienne adorait prendre des photos », expliqua Madame Deschamps en suivant le regard de Sophie. Il disait que chaque cheval méritait d'avoir son portrait accroché comme les ancêtres dans un château. La vieille femme prépara rapidement une soupe épaisse et des tartines de fromage que Sophie dévora avec reconnaissance. Était son premier vrai repas depuis des jours. « Demain, nous irons chercher tes affaires », dit Madame Deschamps en lui servant une tasse de chocolat chaud. Sophie baissa les yeux. Tout ce que je possède est dans mon sac à dos. » Un silence lourd s'installa, chargé de non-dits et de compassion. « Alors demain, nous irons t'acheter quelques vêtements, » déclara simplement la vieille femme, « et nous commencerons à préparer ta chambre. La pièce au bout du couloir a une vue magnifique sur les prés. Je pense qu'elle te plaira. » Les yeux de Sophie s'emplirent de larmes qu'elle s'efforça de retenir. Cette gentillesse désintéressée, après des mois de lutte et de solitude, brisait quelque chose en elle. « Pourquoi faites-vous tout ça pour moi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Vous ne me connaissez même pas. » Madame Deschamps prit doucement sa main dans la sienne, ridée et marquée par les années de travail à la ferme. « Parfois, mon enfant, on reconnaît simplement une âme qui a besoin d'un foyer. Tout comme tu as reconnu Lumière aujourd'hui. » Les jours suivants écoulèrent dans une routine apaisante qui semblait irréelle à Sophie après les mois de survie dans les rues. Chaque matin, elle se réveillait dans la petite chambre aux murs couleur lavande que Madame Deschamps avait préparée pour elle. Un instant de désorientation la saisissait toujours, puis le hennissement distant de Lumière lui rappelait sa nouvelle réalité. « Bonjour, ma chérie », l'accueillait invariablement Madame Deschamps dans la cuisine, préparant un petit déjeuner consistant. « Bien dormi ?» Sophie acquiesçait généralement, même si ses nuits restaient peuplées de cauchemars, où elle revivait l'accident de ses parents ou se retrouvait seule dans des rues hostiles. Ses rêves s'estompaient progressivement, mais laissaient encore des cernes sous ses yeux que la vieille femme feignait poliment de ne pas remarquer. Après le petit déjeuner, elles se rendaient ensemble à l'écurie pour s'occuper de Lumière. Sophie apprenait rapidement les soins de base, panser le poulain, nettoyer son box, vérifier ses sabots. Madame Deschamps lui enseignait avec patience, corrigeant doucement ses erreurs sans jamais la brusquer. « Tu as des mains douces »,
remarqua la vieille femme un matin tandis que Sophie démêlait délicatement la crinière de lumière. C'est un don précieux avec les animaux. Ce qui étonnait tout le monde, était la façon dont Lumière S était adaptée à sa cécité. Guidé par la voix de Sophie, il naviguait dans son box et même dans le petit paddock attenant avec une assurance croissante. Il ne voit pas avec ses yeux, mais avec son cœur, commentait souvent Madame Deschamps en observant le duo. Un mardi matin, le docteur Bertrand vint leur rendre visite comme promis. Il examina d'abord Lumière, puis Sophie. « Impressionnant », déclara-t-il en rangeant son stéthoscope. « Vous vous remettez tous les deux à une vitesse remarquable. » Il prit Madame Deschamps à part, mais Sophie, habituée à tendre l'oreille pour survivre dans la rue, entendit tout. « L'assistante sociale passera demain pour évaluer la situation, » murmura-t-il. « J'ai parlé en votre faveur, bien sûr, mais soyez préparés. Mademoiselle Dupont est méticuleuse. » Une angoisse familière noua l'estomac de Sophie. Les services sociaux. Toujours cette menace planante de lui arracher sa nouvelle vie à peine commencée. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Vers 2 heures du matin, elle se glissa silencieusement hors de la maison et se réfugia dans l'écurie. Lumière l'accueillit par un doux hennissement, comme s'il l'attendait. « Et si on nous sépare ?» chuchota-t-elle, enfouissant son visage dans sa crinière. « Je ne le supporterai pas. » Le poulain frotta sa tête contre son épaule, ce geste devenu leur code secret de réconfort. « Sophie !» La voix de Madame Deschamps la fit sursauter. La vieille femme se tenait dans l'encadrement de la porte, une lampe tempête à la main. « Je me doutais que je te trouverais ici. » Au lieu de la réprimander, elle posa la lampe sur une balle de foin et vint s'asseoir à côté d'elle. « Tu as entendu, n'est-ce pas ?» À propos de l'assistante sociale, Sophie hocha la tête, incapable de parler. « Écoute-moi bien, » dit Madame Deschamps en prenant ses mains. « Je me battrai pour te garder. Tu m'entends? Je ne te laisserai pas retourner dans le système. Mais s'ils décident que vous êtes trop âgé ou que la ferme n'est pas assez confortable... » Les craintes que Sophie ruminait depuis des heures jaillissaient enfin. « Alors nous trouverons une solution, » répondit fermement la vieille femme. « Le docteur Bertrand nous soutient, Madame Rousseau aussi. Tu n'es plus seule, Sophie. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de ses parents, Sophie pleura ouvertement, laissant Madame Deschamps la bercer comme l'enfant qu'elle était encore. Le lendemain, elles préparèrent la maison ensemble. Sophie n'avait jamais vu Madame Deschamps aussi énergique, époussetant, rangeant, préparant même un gâteau aux pommes pour impressionner cette pain-bêche de Dupont, avait-elle marmonné, arrachant un sourire à Sophie. Mademoiselle Dupont arriva à 14 heures précises, vêtue du même tailleur strict que lors de leur première rencontre. Son regard scrutateur semblait tout enregistrer. Les livres empilés dans le salon, les photos jaunies sur les murs, le léger désordre dans la cuisine. « Montrez-moi la chambre de l'enfant », demanda-t-elle sans préambule après les salutations d'usage. La chambre de Sophie était simple mais confortable. Un lit en bois clair, une commode, un bureau sous la fenêtre qui donnait sur les prés. Madame Deschamps avait acheté quelques vêtements neufs qui attendaient, soigneusement pliés, sur le couvre-lit. « Et ses affaires scolaires ?» interrogea Mademoiselle Dupont. Madame Deschamps et Sophie échangèrent un regard inquiet. Avec tout ce qui s'était passé, la question de l'école n'avait pas encore été abordée. « Nous n'avons pas eu le temps », commença la vieille femme. « J'ai contacté le collège local », interrompit une voix depuis l'entrée de la chambre. Le docteur Bertrand se tenait là, accompagné de Madame Rousseau. Sophie y est préinscrite pour la rentrée prochaine. D'ici là, nous avons organisé un programme de rattrapage avec des professeurs volontaires. Mademoiselle Dupont haussa un sourcil. « Je ne me souviens pas vous avoir invité à cette évaluation, docteur. Nous sommes co-responsables du bien-être de Sophie et de Lumière, » intervint calmement Madame Rousseau, « comme le stipule notre accord.
L'assistante sociale fronça les sourcils, visiblement contrariée par cette interférence imprévue. « J'aimerais m'entretenir seule avec Sophie », déclara-t-elle finalement. Les adultes se retirèrent, laissant Sophie face à la fonctionnaire. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que mademoiselle Dupont pouvait l'entendre. Alors, Sophie, commença l'assistante sociale en consultant son dossier. Tu t'es enfuie de 3 foyers différents avant de disparaître complètement des radars. Comment puis-je être sûre que tu ne recommenceras pas? La jeune fille prit une profonde inspiration. Ce moment, elle le savait, déterminerait son avenir. Sophie fixa ses mains pendant un long moment. Elle avait appris à mentir pour survivre, à dire aux adultes ce qu'ils voulaient entendre. Mais étrangement, face à cette femme qui tenait son destin entre ses mains, elle ressentit un besoin impérieux de vérité. « Je ne m'enfuirai pas », dit-elle finalement en relevant la tête, « parce que c'est la première fois que je me sens à ma place. » Mademoiselle Dupont, elle, étudia sans émotion apparente. Et qu'est-ce qui rend cet endroit différent des autres foyers? Sophie réfléchit. Dans les autres foyers, ils essayaient tous de remplacer mes parents. Ils me disaient comment je devrais me sentir, combien j'y étais chanceuse qu'ils m'accueillent, comme si je devais être reconnaissante d'exister. Sa voix se raffermit. Madame Deschamps ne me demande pas d'être reconnaissante. Elle me demande juste d'être moi. Et le poulain? Qu'est-ce qui te lie tant à cet animal? Un faible sourire éclaira le visage de Sophie. Lumière est comme moi. Personne n'en voulait parce qu'il était différent, abîmé. Mais être différent ne signifie pas être sans valeur. Elle hésita avant d'ajouter « Il me voit vraiment, même s'il est aveugle, et je le guide, même si je suis perdu. » Nous nous sauvons mutuellement, je crois. L'assistante sociale nota quelque chose dans son carnet, son expression toujours impénétrable. « Tu es consciente que Madame Deschamps a 76 ans. Qu'as-tu prévu quand sa santé déclinera ?» La question frappa Sophie comme un coup physique. L'idée de perdre encore quelqu'un qu'elle aimait lui était insupportable. « Je serai là pour l'aider », répondit-elle fermement. « Comme elle est là pour moi maintenant ?» Mademoiselle Dupont referma son carnet. « Une dernière question, Sophie. Si, hypothétiquement, je décidais que ce placement n'est pas dans ton intérêt, quelle serait ta réaction ?» Sophie sentit son cœur se serrer douloureusement. Elle pensa un instant à mentir, à dire qu'elle accepterait docilement. Mais quelque chose dans le regard de l'assistante sociale l'en empêcha. « Je me battrai, dit-elle simplement. Pas comme avant, en fuyant, mais je ferai tout ce qui est légalement possible pour rester ici. J'y écrirai au juge, je demanderai de l'aide au docteur Bertrand, je travaillerai 2 fois plus dur à l'école pour prouver que je mérite cette chance. » Un silence s'installa, seulement rompu par le tic-tac de la vieille horloge du couloir. Puis, contre toute attente, un infime sourire apparut sur les lèvres de mademoiselle Dupont. « Bien, dit-elle en se levant. C'est exactement ce que j'espérais entendre. » Elle ouvrit la porte, invitant les adultes à revenir. Ils entrèrent, visage tendu, regard inquiet. « Madame Deschamps, » commença l'assistante sociale, « votre maison est modeste mais bien entretenue. Votre situation financière, bien que limitée, est stable grâce à votre pension et aux arrangements avec le docteur Bertrand et Madame Rousseau. » Elle ajusta ses lunettes. « Je suis également impressionné par la maturité de Sophie et son attachement évident à vous et à l'animal. Cependant, Sophie sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine. « Cependant, je ne peux ignorer votre âge avancé et les défis que cela pourrait poser à long terme. » Madame Deschamps se redressa, prête à défendre sa cause, mais mademoiselle Dupont leva une main pour l'interrompre. C'est pourquoi je recommanderai un placement temporaire de 6 mois avec évaluation mensuelle. Si tout se passe bien, nous envisagerons un arrangement permanent. La tension qui habitait Sophie depuis des jours se dissipa d'un coup. 6 mois de répit, de chance pour prouver que cette solution pouvait fonctionner. « Merci », dit simplement Madame Deschamps, sa voix trahissant son émotion.
Ne me remerciez pas encore, répliqua l'assistante sociale en rangeant ses documents. Je serai extrêmement vigilante. Le bien-être de Sophie est ma seule préoccupation. Après son départ, un silence incrédule régna dans la petite chambre. Puis, comme libérée d'un poids immense, Sophie se précipita dans les bras de Madame Deschamps. « On a réussi !» s'exclama-t-elle, des larmes de soulagement coulant sur ses joues. « Tu as réussi !» corrigea doucement le docteur Bertrand. « Mademoiselle Dupont m'a glissé que c'est ton honnêteté qui a fait pencher la balance. Ce n'est qu'une première étape, » tempéra Madame Rousseau, toujours pragmatique. « Et des 6 mois seront cruciaux, nous les utiliserons bien, » affirma Madame Deschamps en essuyant discrètement une larme. « Maintenant, si vous le permettez, je crois qu'un certain Poulain attend des nouvelles. » Sophie se précipita vers l'écurie, le cœur léger pour la première fois depuis si longtemps. Lumière l'accueillit par un hennissement joyeux, comme s'il sentait son bonheur. « On reste ensemble, » lui murmura-t-elle en enlaçant son encolure. « Ils nous laissent une chance. » Les jours suivants prirent un rythme plus structuré. Le matin, Sophie travaillait avec un tuteur, rattrapant les mois de scolarité manqués. L'après-midi, elle s'occupait de Lumière, guidée par Madame Deschamps qui lui enseignait patiemment les rudiments de l'équitation. « Même aveugle, il peut apprendre à être monté », expliquait la vieille femme. « Il faut juste adapter nos méthodes. » Sophie découvrit que le monde équestre avait son propre langage, ses propres règles. Chaque jour apportait de nouveaux apprentissages. Comment poser un licol, comment brosser correctement, comment reconnaître les signes de santé ou de maladie. Lumière, de son côté, grandissait rapidement. Sa confiance augmentait quotidiennement, et bientôt il fut capable de se déplacer seul dans son paddock, mémorisant parfaitement les limites et les obstacles. Un mardi après-midi, alors que Sophie lui parlait doucement pendant qu'elle nettoyait ses sabots, une voiture inconnue s'engagea dans l'allée de la ferme. « Nous avons de la visite », remarqua Madame Deschamps, qui vérifiait une clôture non loin. Un homme élégant descendit du véhicule, accompagné d'une jeune femme au visage marqué par une profonde cicatrice. Sophie les observa avec curiosité tandis qu'ils s'approchaient. « Mathilde !» s'exclama l'homme en serrant chaleureusement la main de Madame Deschamps. « Toujours aussi ravissante. Et toi toujours aussi menteur, Victor !» répliqua-t-elle avec un sourire affectueux. « Sophie, je te présente Victor Lemercier, un vieil ami. » « Et sa fille, Léa ?» compléta la jeune femme d'une voix douce. Elle semblait avoir une vingtaine d'années, mais ses yeux portaient une gravité qui la faisait paraître plus âgée. Victor est professeur d'équithérapie, expliqua Madame Deschamps. François, le docteur Bertrand, a pensé qu'il pourrait nous aider avec Lumière. L'équithérapie, répéta Sophie, perplexe. L'utilisation des chevaux pour aider des personnes souffrant de divers troubles, expliqua Victor, physique, émotionnel, cognitif. Léa s'approcha doucement de Lumière, qui tourna sa tête dans sa direction, naseau frémissant. « Il est magnifique », dit-elle simplement. Sophie sentit une pointe de jalousie en voyant son poulain réagir positivement à cette étrangère. Mais sa curiosité l'emporta. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» demanda-t-elle abruptement, fixant la cicatrice qui traversait la joue de Léa. « Sophie !» la réprimanda Madame Deschamps. « Ce n'est pas poli de... »« Ce n'est rien !» interrompit Léa avec un sourire triste. « Accident de voiture. J'avais ton âge. J'ai perdu ma mère et l'usage de mes jambes pendant près de 2 ans. » Sophie sentit son cœur se serrer. « Je suis désolée. J'ai aussi perdu mes parents dans un accident. » Un regard de compréhension passa entre elles, une reconnaissance mutuelle de la douleur et de la perte. « C'est un cheval qui m'a sauvée, » continua Léa en caressant doucement Lumière. Un vieux hongre aussi patient que la pierre. Quand tout le monde me disait que je ne remarcherais plus, il m'a appris à me tenir droite à nouveau. Victor observait sa fille avec une fierté évidente.
Mais c'est pourquoi nous faisons ce travail maintenant, pour rendre ce que nous avons reçu. Sophie regarda Lumière, qui semblait parfaitement à l'aise avec Léa. Vous pensez qu'il pourrait aider d'autres personnes, même s'il est aveugle? Je pense que c'est précisément parce qu'il est aveugle qu'il pourrait être extraordinaire, répondit Victor. Il comprend ce que c'est que de surmonter un handicap, de s'adapter, de trouver d'autres façons de percevoir le monde. Une idée germa dans l'esprit de Sophie, une vision d'un futur qu'elle n'avait pas envisagé jusque-là. « Vous pourriez nous apprendre ?» demanda-t-elle, soudain excitée. « Comment faire de l'équithérapie avec lui ?» Victor échangea un regard avec Madame Deschamps, qui hocha imperceptiblement la tête. « C'est exactement pourquoi nous sommes ici, Sophie, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Si tu es d'accord, bien sûr. C'est ton poulain, après tout. »« Notre poulain, » corrigea-t-elle en cherchant le regard de Madame Deschamps. « Et je pense qu'il aimerait aider d'autres personnes comme il m'a aidé. » Pour la première fois depuis sa rencontre avec Lumière, Sophie entrevit un but, une direction pour cette nouvelle vie qui lui était offerte. Non seulement elle avait trouvé un refuge, mais peut-être aussi une vocation. L'automne céda progressivement sa place à un hiver doux, typique de la Bretagne côtière. Sous la tutelle patiente de Victor, Sophie découvrait les principes fondamentaux de l'équithérapie. 2 fois par semaine, l'homme venait à la ferme Deschamps, parfois accompagné de Léa, pour des sessions d'entraînement spécifiques. L'équithérapie n'est pas de l'équitation, expliquait Victor, tandis que Sophie guidait Lumière dans des exercices de base. C'est une collaboration entre un cheval, un thérapeute et un patient pour atteindre des objectifs thérapeutiques. Lumière, désormais âgé de presque 2 ans, grandissait en force et en confiance. Sa cécité, loin d'être un obstacle, semblait aiguiser ses autres sens. Il réagissait au moindre changement de poids sur son dos, aux inflexions les plus subtiles de la voix, aux variations infimes de l'atmosphère. Il est extraordinaire, admirait souvent Victor. Il compense sa vision par une sensibilité exceptionnelle aux émotions humaines. Sophie absorbait chaque leçon avec une intensité qui surprenait même Madame Deschamps. La vieille femme observait, attendrie, comment cet enfant farouche s'épanouissait dans cette nouvelle mission. « Tu fais tellement de progrès », dit-elle un soir, en servant une soupe fumante. « Ton professeur particulier m'a dit que tu as rattrapé presque tout ton retard scolaire. » Sophie haussa les épaules, mais son sourire trahissait sa fierté. « J'aime apprendre quand ça a un sens. » Et maintenant, tout semble connecté. En effet, ses études prenaient une nouvelle dimension. Les mathématiques servaient à calculer les rations alimentaires de Lumière, la biologie à comprendre son anatomie, l'histoire à explorer, évolution des relations entre humains et chevaux. Même la littérature trouvait écho dans sa vie quotidienne, notamment lorsqu'elle lisait à haute voix des poèmes à Lumière pendant les longues soirées d'hiver. Décembre arriva, apportant décorations et préparatifs pour le premier Noël de Sophie dans sa nouvelle maison. La 3e visite mensuelle de Mademoiselle Dupont-S était soldée par un rapport positif, renforçant l'espoir d'un arrangement permanent. « J'ai une surprise », annonça le docteur Bertrand lors d'une visite de routine. « Nous allons organiser une journée portes ouvertes à la clinique en janvier pour présenter le programme d'équithérapie. J'aimerais que Lumière et toi y participiez. » Sophie sentit une vague d'anxiété la submerger. « Devant des gens, beaucoup de gens, une vingtaine de professionnels et quelques familles potentiellement intéressées, » précisa-t-il. « Ce serait une excellente occasion de montrer ce que vous avez accompli ensemble. » Cette nuit-là, Sophie ne put dormir. L'idée de se produire en public la terrifiait. Et si Lumière paniquait? Et si elle faisait une erreur? Et si les gens se moquaient d'eux? Au petit matin, elle se glissa dans l'écurie. Lumière l'accueillit par un doux hennissement, comme s'il l'attendait. « J'ai peur »,
avoua-t-elle en enfouissant son visage dans sa crinière. « Je ne sais pas si je peux le faire. »« La peur n'est pas une mauvaise chose, » dit une voix derrière elle. Léa se tenait dans l'embrasure, ses cheveux auburn captant les premiers rayons du soleil. Elle nous rappelle que nous faisons quelque chose d'important. Sophie ne demanda pas comment Léa avait su qu'elle serait là si tôt. Une étrange complicité était développée entre elles, comme si leurs cicatrices respectives, visibles ou invisibles, créaient un langage secret qu'elles seules comprenaient. La première fois que j'ai parlé en public de mon expérience, continua Léa en s'approchant, j'y étais tellement terrifiée que j'ai vomi juste avant de monter sur scène. Sophie grimaça, ce qui fit rire Léa. Mais tu sais quoi? Dès que j'ai commencé à parler, quelque chose a changé. J'ai vu les visages des gens, leur intérêt sincère. J'ai compris que mon histoire pouvait aider. Elle caressa doucement Lumière, qui inclina sa tête vers elle avec confiance. Ton histoire et celle de Lumière sont puissantes, Sophie. Elles parlent de résilience, d'adaptation, de liens qui transcendent les mots. Et si je fais tout foirer, murmura Sophie, alors tu recommenceras, répondit simplement Léa, comme tu l'as fait depuis que tu as perdu tes parents. Comme Lumière l'a fait depuis sa naissance. Une semaine plus tard, Victor proposa un exercice de préparation pour l'événement. Il invita 2 enfants de familles amies, Lucas, un garçon de 10 ans atteint d'autisme, et Marie, une adolescente de 16 ans en rémission d'un cancer qui avait affecté sa mobilité. C'est une répétition générale, expliqua-t-il. Nous allons procéder exactement comme lors de la journée portes ouvertes. Sophie, le cœur battant, guida Lumière vers le petit rond de longe que Madame Deschamps avait aménagé près de l'écurie. Le poulain, désormais habitué à ce genre d'exercice, avança d'un pas assuré malgré sa cécité. Lucas, visiblement anxieux, se tenait en retrait, ses mains effectuant des mouvements répétitifs. « Lucas n'aime pas être touché », expliqua doucement sa mère. Et il parle très peu, Sophie hocha la tête. Victor lui avait enseigné qu'une partie essentielle de l'équithérapie consistait à respecter les limites de chaque personne, à créer un espace sécurisant où la connexion avec l'animal pouvait se développer naturellement. « Lucas, dit-elle en s'accroupissant à distance respectueuse, je te présente Lumière. Il ne peut pas voir, alors il découvre le monde différemment. » Comme toi, peut-être. Le garçon cessa ses mouvements, soudain attentif. Il aime quand on lui parle doucement, continua Sophie. Et il peut sentir si on a peur ou si on est calme. Lumière, comme s'il comprenait son rôle, resta parfaitement immobile, ses oreilles pointées vers Lucas. Puis, lentement, il tendit son museau dans la direction du garçon, sans s'avancer, offrant simplement un contact si l'enfant le souhaitait. Les minutes s'écoulèrent dans un silence tendu. Personne n'osait bouger. Puis, à la stupéfaction de sa mère, Lucas fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce que ses doigts effleurent le museau velouté de Lumière. Le contact dura à peine 1 seconde, mais le visage du garçon s'illumina d'une expression que sa mère affirma plus tard n'avoir jamais vue auparavant. Une curiosité pure, dépourvue d'anxiété. « Il ne voit pas », murmura Lucas, sa voix si basse que Sophie dut se pencher pour l'entendre. « Comme moi, je ne sens pas, mais différent. » Ce simple échange, cette connexion fragile entre un enfant isolé dans son monde sensoriel unique et un poulain naviguant dans l'obscurité, cristallisa pour Sophie tout ce que Victor avait tenté de lui enseigner. Ce soir-là, blottie contre Lumière dans l'écurie, elle pleura. Non pas de tristesse ou d'anxiété, mais d'une émotion trop grande pour être contenue. Une certitude grandissait en elle. Leur histoire ne faisait que commencer. Le jour de la présentation à la clinique du docteur Bertrand arriva plus vite que Sophie ne l'aurait souhaité. Une fine brume enveloppait la campagne bretonne ce matin-là, donnant à tout le paysage une qualité onirique qui correspondait à l'état d'esprit de la jeune fille.
Ah, tout va bien se passer, la rassura Madame Deschamps, tandis qu'elle chargeait Lumière dans la remorque spécialement aménagée que le docteur Bertrand avait envoyée. Tu connais Lumière mieux que personne et il te fait confiance. Sophie hocha la tête, incapable d'exprimer les émotions contradictoires qui l'assaillaient. Au cours des derniers mois, sa vie avait connu une métamorphose qu'elle n'aurait jamais cru possible. D'enfant des rues à apprenti thérapeute équine, le chemin parcouru lui donnait parfois le vertige. La clinique était méconnaissable. Des banderoles colorées ornaient l'entrée et plusieurs stands avaient été installés dans la cour principale. Une vingtaine de personnes s'y trouvaient déjà. Des professionnels en blouse blanche, des familles avec enfants, quelques journalistes locaux. « Notre invité d'honneur est arrivé !» s'exclama le docteur Bertrand en les accueillant chaleureusement. Sophie, Lumière sera présentée en dernier, comme point culminant de la journée. Cela vous laisse le temps de vous installer et de vous détendre. Détendue était probablement le dernier adjectif qui décrivait Sophie à cet instant, mais elle s'efforça de sourire. Victor et Léa les rejoignirent rapidement, apportant avec eux une sérénité qui apaisa légèrement ses craintes. « J'ai apporté quelque chose pour toi », dit Léa, en tendant un petit paquet à Sophie. Un porte-bonheur. À l'intérieur se trouvait un bracelet tressé avec ce qui semblait être des crins de cheval. « C'est fait avec les crins de Nestor, le hongre qui m'a aidé à remarcher », expliqua Léa. « Il est décédé l'année dernière, mais une partie de lui continue d'avancer avec moi. » Les yeux embués, Sophie enfila le bracelet. « Merci », murmura-t-elle, touchée par ce geste symbolique qui la reliait à l'histoire de Léa. Les présentations commencèrent. Divers intervenants expliquaient les programmes thérapeutiques, tandis que plusieurs chevaux expérimentés démontraient des exercices avec des patients volontaires. Sophie observait attentivement, notant mentalement les techniques et les approches. Dans un coin du paddock principal, Lumière attendait patiemment, attachée sous la surveillance de Madame Deschamps. Malgré l'agitation environnante, il restait calme, tourné vers Sophie comme s'il pouvait la voir. « Mademoiselle Dupont est là », chuchota soudain Madame Deschamps, désignant d'un signe de tête l'assistante sociale qui prenait des notes près de l'entrée. Le cœur de Sophie fit un bond. La présence de l'assistante sociale N n'était pas une coïncidence. Cette démonstration publique serait probablement prise en compte dans son évaluation finale, celle qui déterminerait si Sophie pourrait rester définitivement chez Madame Deschamps. Enfin, le moment arriva. Le docteur Bertrand prit le micro. Pour conclure cette journée, j'ai le plaisir de vous présenter un cas exceptionnel qui illustre parfaitement le pouvoir transformateur de la relation homme-animal. Sophie Mercier, 14 ans, et Lumière, un poulain palomino de 2 ans atteint de cécité congénitale. Sophie sentit tous les regards se tourner vers elle. Ses jambes tremblaient, tandis qu'elle guidait Lumière vers le centre du paddock. Le silence qui s'abattit sur l'assemblée était assourdissant. « Bonjour », commença-t-elle, sa voix à peine audible. Elle s'éclaircit la gorge et reprit plus fort. « Je m'appelle Sophie, et voici Lumière. Nous nous sommes rencontrés il y a 5 mois, lors d'une vente aux enchères où personne ne voulait de lui à cause de sa cécité. » En parlant, elle caressait l'encolure du poulain, puisant du courage dans sa présence solide. J'y étais sans famille, sans abri. Lumière était seule aussi, après avoir perdu son éleveur qui s'était occupé de lui depuis sa naissance. Nous nous sommes reconnus, je crois. Sa voix se raffermissait à mesure qu'elle racontait leur histoire, omettant certains détails personnels, mais partageant l'essentiel. Comment ils étaient sauvés mutuellement, comment ils avaient appris ensemble à naviguer dans un monde qui ne semblait pas fait pour eux. Aujourd'hui, nous voudrions vous montrer ce que nous avons appris avec l'aide de Victor et Léa Lemercier. Elle fit un signe et Victor invita Lucas, le garçon autiste qu'ils avaient rencontré lors de la répétition, à les rejoindre. L'enfant s'avança timidement, encouragé par sa mère.
Avec une patience infinie, Sophie guida l'interaction entre Lucas et Lumière. Ce qui avait été une brève connexion lors de leur première rencontre était approfondi au cours de 2 autres sessions. Cette fois, Lucas n'hésita que brièvement avant de toucher le poulain, et bientôt, il se tenait à côté de lui, une main posée sur son épaule, visiblement détendue. « Lumière ne juge pas », expliqua Sophie à l'audience. « Il ne s'attend pas à ce que vous le regardiez dans les yeux ou que vous respectiez des conventions sociales qu'il ne comprend pas lui-même. Il répond simplement à votre présence, à votre énergie. » Elle fit une démonstration des exercices qu'ils avaient développés. Comment Lumière pouvait suivre un parcours balisé en se fiant uniquement aux indications vocales. Comment il réagissait aux changements subtils de pression, comment sa sensibilité accrue en faisait un partenaire particulièrement réceptif. Ce qui pourrait être considéré comme un handicap est devenu sa force, continua Sophie. Sa cécité l'a rendu plus attentif aux autres sens, plus présent d'une certaine façon. Elle ne le réalisa pas immédiatement, mais en parlant de Lumière, elle parlait aussi d'elle-même, de sa propre transformation. Les épreuves qui auraient pu la briser l'avaient en réalité préparée à cette connexion unique, à cette compréhension profonde de la vulnérabilité et de la résilience. L'assistance était silencieuse, captivée. Même les plus sceptiques semblaient touchés par ce qu'ils voyaient. Non pas une simple démonstration technique, mais un témoignage vivant de guérison mutuelle. Lorsque Sophie termina sa présentation, les applaudissements éclatèrent spontanément. Des parents s'approchèrent, posant des questions, demandant des informations sur le programme. Le docteur Bertrand rayonnait de fierté, répondant aux journalistes qui notaient frénétiquement chaque détail. Dans cette effervescence, Sophie chercha du regard mademoiselle Dupont. L'assistante sociale se tenait légèrement en retrait, son expression indéchiffrable. Puis, presque imperceptiblement, elle inclina la tête en direction de Sophie, un geste qui ressemblait étrangement à une approbation. Léa s'approcha, serrant brièvement Sophie dans ses bras. « Tu vois ? Ta peur s'est transformée en force, comme la tienne, » répondit Sophie, touchant légèrement la cicatrice sur la joue de la jeune femme. Madame Deschamps les rejoignit, les yeux brillants de larmes contenues. « Je suis si fière de toi, mon enfant, si fière. » Ces simples mots firent plus pour Sophie que tous les applaudissements. Pour la première fois depuis la mort de ses parents, elle ressentit cette émotion précieuse, la fierté d'avoir rendu quelqu'un fier. Le succès de la présentation à la clinique eut des répercussions que Sophie n'aurait jamais pu imaginer. Un journaliste du Télégramme de Brest avait écrit un article émouvant sur la fille sans foyer et le poulain sans vision qui se sont mutuellement sauvés. L'histoire avait touché une corde sensible et bientôt, d'autres médias s'y intéressèrent. « C'est absurde », marmonna Sophie un matin en découvrant un nouveau reportage dans un magazine équestre national. « Il parle de nous comme si nous étions des héros. »« Peut-être l'êtes-vous à votre façon », répondit doucement Madame Deschamps en lui servant une tasse de chocolat chaud. Pour certaines personnes, voir que la guérison est possible donne espoir. Et l'espoir est précieux. Février apporta avec lui une vague de froid inhabituelle pour la Bretagne. La ferme Deschamps se retrouva enveloppée dans un manteau blanc qui transforma le paysage familier en terrain inconnu. Pour Lumière, ce changement était particulièrement déroutant. « Il sent que tout est différent », expliqua Sophie à Victor lors d'une séance d'entraînement. « La neige étouffe les sons, modifie les odeurs. Ces repères habituels ont disparu. Une excellente occasion d'apprentissage, nota le thérapeute. La vie apporte constamment des changements auxquels nous devons nous adapter. Ensemble, ils élaborèrent de nouveaux exercices pour aider Lumière à naviguer dans cet environnement transformé. Sophie lui parlait constamment, décrivant chaque pas, chaque sensation. Progressivement,
Le poulain retrouva sa confiance, prouvant une fois de plus son extraordinaire capacité d'adaptation. Ce matin-là, tandis qu'il travaillait dans le paddock enneigé, une voiture inconnue s'engagea dans l'allée de la ferme. « Nous attendons quelqu'un » demanda Sophie, soudain tendue. Victor secoua la tête, tout aussi perplexe. Une femme élégante en descendit, suivie d'un homme portant un équipement photographique professionnel. Sophie les reconnut immédiatement, Élise Moreau, la célèbre journaliste de Équitation Magazine, dont elle avait lu les articles dans la bibliothèque municipale. « Bonjour » lança joyeusement la journaliste en s'approchant. « Vous devez être Sophie et Lumière. Je suis Élise Moreau et voici mon photographe, Philippe. »« Je sais qui vous êtes » répondit Sophie, méfiante. « Dasseuse, comment avez-vous trouvé cet endroit ? Le docteur Bertrand m'a parlé de votre travail, » expliqua Élise. « J'aimerais faire un reportage approfondi sur votre programme d'équithérapie avec un cheval aveugle. C'est une première nationale, peut-être même européenne. » Sophie jeta un regard à Victor, qui haussa les épaules. « C'est à toi de décider, » dit-il simplement. Une partie d'elle voulait refuser, protéger l'intimité qu'elle avait si durement conquise. Mais une autre voix, plus forte, lui rappelait les paroles de Léa. Leur histoire pouvait aider, inspirer, peut-être même changer des vies. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais à mes conditions. » Élise sourit, visiblement impressionnée par l'assurance de cette adolescente. « Je t'écoute. Pas de détails sur mon passé personnel. Vous pouvez dire que j'ai perdu mes parents et que j'ai été accueilli par Madame Deschamps, mais rien de plus. Et l'article doit se concentrer sur elle, équithérapie, pas sur moi. » Entendu, acquiesça la journaliste. « Et concernant les photos ?» Sophie réfléchit. « Vous pouvez prendre des photos de Lumière et moi pendant le travail, mais pas de gros plans de mon visage. » Les conditions établies, l'interview commença. Sophie se surprit à parler avec aisance des techniques qu'ils avaient développées, de la sensibilité particulière de Lumière, des résultats observés chez les quelques patients qu'ils avaient déjà accueillis. « Ce qui est fascinant, » nota Élise en griffonnant dans son carnet, « c'est comment le handicap de Lumière devient un atout dans ce contexte thérapeutique. » Sophie n'avait jamais envisagé les choses sous cet angle, mais la journaliste avait raison. La cécité de Lumière, loin d'être un obstacle, créait un espace unique où d'autres différences pouvaient exister sans jugement. Le reportage dura plusieurs heures, incluant une démonstration pratique avec Marie, l'adolescente en rémission de cancer, qui avait accepté de participer. La jeune fille, dont la mobilité restait limitée par les séquelles des traitements, rayonnait littéralement sur le dos de Lumière. « Et je ne me sens plus malade quand je suis avec lui, » confia-t-elle à Élise. « C'est comme si mon corps se souvenait comment être fort. » Le soir venu, après le départ des journalistes, Sophie s'isola dans Elle écurie avec Lumière, ressentant ce besoin de calme qui suivait toujours les interactions sociales intenses. « Tu t'en es bien sortie aujourd'hui, » dit Madame Deschamps en lui apportant une tasse de thé fumante. « Je suis impressionnée par ton assurance. » Sophie caressa distraitement l'encolure de Lumière. « J'ai encore du mal à croire que des gens s'intéressent à ce que nous faisons. » « Pourquoi ne le croirais-tu pas? Ce que vous avez créé ensemble est extraordinaire. » Avant que Sophie puisse répondre, le téléphone de la ferme sonna. Madame Deschamps s'excusa et alla répondre. Lorsqu'elle revint quelques minutes plus tard, son expression était indéchiffrable. « Était Mademoiselle Dupont, » annonça-t-elle. Le cœur de Sophie se serra. Le placement temporaire de 6 mois arrivait bientôt à échéance. Le moment de vérité approchait. Elle viendra demain à 10 heures pour son évaluation finale. Cette nuit-là, Sophie dormit à peine. Malgré tous les progrès accomplis, malgré la relation solide qu'elle avait établie avec Madame Deschamps, une peur viscérale persistait. Celle d'être à nouveau arrachée à un foyer, de perdre cette famille qu'elle commençait tout juste à considérer comme la sienne.
Au matin, elle se rendit à l'écurie avant même le lever du soleil. Lumière l'accueillit par un hennissement doux, comme s'il percevait son anxiété. « Et si elle dit non ?» murmura Sophie contre son encolure. « Et si je dois partir ?» Pour la première fois depuis leur rencontre, Lumière ne sembla pas avoir de réponse à lui offrir. À 10 heures précises, la voiture de mademoiselle Dupont s'arrêta devant la ferme. L'assistante sociale en descendit, impeccable dans son tailleur gris, un épais dossier sous le bras. « Bonjour Sophie », dit-elle en entrant dans la cuisine où l'attendaient la jeune fille et madame Deschamps. « Comment vas-tu aujourd'hui ?»« Bien », répondit automatiquement Sophie, bien que son estomac fût noué par l'appréhension. Mademoiselle Dupont prit place à la table, ouvrit son dossier et en sortit plusieurs documents. « Comme vous le savez, la période de placement temporaire arrive à son terme, » commença-t-elle d'une voix professionnelle. « J'ai recueilli diverses évaluations, rapports scolaires, observations du docteur Bertrand, témoignages de monsieur Lemercier et bien sûr mes propres observations. » Elle fit une pause, ajustant ses lunettes. Sophie retenait son souffle. « J'ai également reçu ceci hier, » continua l'assistante sociale en sortant une lettre de son dossier. Une demande formelle d'adoption. Sophie et madame Deschamps échangèrent un regard stupéfait. « Adoption », répéta la vieille femme. « Mais je croyais que mon âge... » « En effet, votre âge pose certaines difficultés pour une adoption traditionnelle, » confirma mademoiselle Dupont. « Cependant, cette demande vient de Léa Lemercier. » Le choc laissa Sophie sans voix. Léa, vouloir l'adopter, cela n'avait aucun sens. « Léa propose une solution originale, » expliqua l'assistante sociale. Onaël souhaite devenir officiellement la tutrice légale de Sophie, tout en permettant à celle-ci de continuer à vivre ici, avec vous, Madame Deschamps. Légalement, cela résoudrait notre préoccupation concernant votre âge, tout en respectant les liens affectifs que vous avez développés. Sophie sentit des larmes lui piquer les yeux. Léa a fait ça. Pour moi, elle a mentionné que vous partagiez une compréhension unique de la perte et de la reconstruction, confirma mademoiselle Dupont, son ton professionnel s'adoucissant légèrement, et que votre travail avec Lumière était trop précieux pour risquer de l'interrompre. Un silence chargé de émotions emplit la cuisine. Sophie n'arrivait pas à assimiler cette nouvelle. Depuis des mois, elle vivait dans la crainte constante d'être séparée de ce foyer qui était devenu le sien. Et maintenant, non seulement on lui offrait de rester, mais on lui proposait également une famille élargie, un réseau de soutien qui étendait au-delà des murs de cette ferme. Bien entendu, reprit mademoiselle Dupont, cette proposition nécessite ton consentement, Sophie. Ainsi que celui de madame Deschamps. Oui, dit immédiatement la vieille femme, des larmes roulant librement sur ses joues ridées. 1000 fois oui. Sophie, incapable de parler, hocha simplement la tête, puis se précipita dans les bras de madame Deschamps. Mademoiselle Dupont sourit, un vrai sourire, le premier que Sophie lui voyait. Dans ce cas, je vais recommander favorablement cette solution au juge des enfants. Les formalités prendront quelques semaines, mais considérez que c'est acquis. Après son départ, Sophie resta longtemps immobile, tentant d'absorber la réalité de ce qui venait de se produire. Puis, sans un mot, elle courut à l'écurie pour partager la nouvelle avec Lumière. Le poulain, comme s'il comprenait l'importance du moment, pressa sa tête contre elle avec une tendresse particulière. « On reste ensemble », murmura-t-elle à son oreille. Eux tous ensemble, quelques heures plus tard, alors que le soleil commençait à décliner, une autre voiture s'engagea dans l'allée. Léa en descendit, son visage reflétant une nervosité inhabituelle. Sophie n'attendit pas qu'elle atteigne la maison. Elle courut vers elle et se jeta dans ses bras avec une spontanéité qui les surprit toutes les deux. « Merci », souffla-t-elle, les mots semblant terriblement insuffisants pour exprimer ce qu'elle ressentait. Léa la serra contre elle, émue,
Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que était la bonne chose à faire, pour nous tous. Dans le crépuscule hivernal, entourée de ces personnes qui étaient devenues sa famille par choix plutôt que par le sang, Sophie ressentit une émotion qu'elle avait cru perdue à jamais, le sentiment de être chez soi, vraiment chez soi. 2 ans plus tard, le soleil de juin baignait la ferme Deschamps d'une lumière dorée. L'ancienne propriété modeste S était transformée au fil des saisons. Une nouvelle écurie, plus spacieuse, S, élevait désormais à côté de l'ancienne. Un manège couvert, financé par une subvention du département, permettait de poursuivre les séances d'équithérapie par tous les temps. Un panneau élégant à l'entrée annonçait « Centre équestre Lumière, équithérapie et inclusion ». Sophie, qui venait de fêter ses 16 ans, traversa la cour d'un pas assuré. Ses cheveux châtains, autrefois coupés courts par nécessité, tombaient maintenant en vagues jusqu'au milieu de son dos. Son visage avait perdu les dernières traces de l'enfance, mais ses yeux conservaient cette intensité particulière, ce regard qui semblait voir au-delà des apparences. « Sophie !» appela Madame Deschamps depuis la cuisine. « N'oublie pas que les Moreau arrivent à 14 heures pour leur première séance. »« Je sais, » répondit-elle en souriant. Mathilde Deschamps, malgré ses 78 ans, restait le pilier de cette entreprise familiale, gérant l'administratif avec une efficacité que beaucoup de jeunes lui enviaient. Dans le paddock principal, Léa supervisait la séance matinale avec Lucas, devenu un habitué. Le garçon, maintenant âgé de 12 ans, avait fait des progrès remarquables. Il communiquait plus facilement, supportait mieux les changements et s'épanouissait dans son rôle d'assistant junior lors des séances avec les plus jeunes enfants. « Regarde, Sophie !» s'exclama-t-il en la voyant approcher. « J'ai appris à Étoile à s'incliner. » Étoile, une jument grise de 3 ans, était la dernière pensionnaire du centre. Comme Lumière, elle était arrivée avec son lot de traumatismes, ayant survécu à de mauvais traitements. Sous les soins patients de l'équipe, elle retrouvait peu à peu confiance en l'humain. « Bravo, Lucas !» le félicita Sophie. « Tu as un vrai don avec les chevaux. » Le visage du garçon s'illumina de fierté. Ces moments-là restèrent les préférés de Sophie, ces instants où une étincelle de confiance naissait, où une personne réalisait sa propre valeur à travers sa connexion avec un animal. « Où est le patron ?» demanda Léa avec un clin d'œil. Sophie sourit à cette plaisanterie devenue rituelle. « Au verger, je pense. Il aime s'y promener le matin. » Le patron, en question N, était autre que Lumière. Le poulain efflanqué S était transformé en un magnifique étalon palomino à la musculature puissante. Sa cécité, loin d'être un handicap, était devenue sa signature, et les demandes pour intégrer le programme thérapeutique qu'il avait inspiré ne cessaient d'affluer. Sophie se dirigea vers le petit verger qui bordait la propriété. C était un ajout récent, fruit du projet scolaire de Sophie sur l'agriculture sensorielle. Chaque arbre avait été choisi pour son parfum, sa texture ou les sons que le vent produisait dans son feuillage, créant un espace particulièrement adapté aux personnes avec différentes sensibilités. Lumière s'y trouvait effectivement, broutant paisiblement sous un pommier en fleurs. Il releva la tête à l'approche de Sophie, ses oreilles pointées dans sa direction, un hennissement doux l'accueillant. « Bonjour, toi ?» murmura-t-elle en posant son front contre celui du cheval, leur rituel quotidien de connexion. À 16 ans, Sophie avait trouvé sa voie. Après avoir obtenu son brevet avec mention, elle poursuivait un baccalauréat professionnel en conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et équin, tout en suivant une formation complémentaire en équithérapie. Son histoire et celle de Lumière, publiée dans plusieurs revues spécialisées, avaient inspiré d'autres initiatives similaires à travers la France. La petite ferme Deschamps était devenue un modèle d'inclusion et d'innovation thérapeutique.
Des spécialistes venaient de loin pour observer leur méthode, et Sophie avait même été invitée à présenter leur travail lors d'un congrès international à Paris. Pourtant, malgré cette reconnaissance, les moments les plus précieux restaient ceux passés seuls avec Lumière, dans cette communication silencieuse qui les avait liés dès le premier jour. « Tu te souviens de notre première rencontre ?» demanda-t-elle, sachant qu'il ne pouvait comprendre les mots, mais percevait parfaitement les émotions qui les accompagnaient. Personne ne voulait de nous. Et regarde maintenant. Elle sortit de sa poche la photo qu'elle gardait toujours sur elle, l'image jaunie de ses parents, souriant, lors de leurs dernières vacances ensemble. Pendant longtemps, elle n'avait pu regarder cette photo sans ressentir une douleur déchirante. Aujourd'hui, la mélancolie restait, mais accompagnée d'une paix nouvelle. « Je crois qu'il serait fier », murmura-t-elle. « De ce que nous avons construit ensemble. » Le bruit d'une voiture annonça l'arrivée du docteur Bertrand pour sa visite hebdomadaire. À ses côtés, Victor descendit du véhicule, agitant un document. « C'est officiel !» s'exclama-t-il en s'approchant. « Le ministère a validé notre programme pilote. 10 centres à travers la France vont adopter votre méthodologie. » La nouvelle était extraordinaire, l'aboutissement de mois de travail acharné. Pourtant, Sophie sentit une inquiétude familière l'envahir. « Cela signifie que nous devrons voyager pour former les équipes ?» demanda-t-elle, sa main toujours posée sur l'encolure rassurante de Lumière. « Toi et Lumière serez les ambassadeurs du programme », confirma le docteur Bertrand. « Mais ne t'inquiète pas, Léa et Mathilde garderont le fort pendant vos absences. » Sophie sourit, reconnaissante pour cette famille peu conventionnelle que le destin lui avait offerte. Une famille choisie, construite sur des fondations plus solides que le sang. La compréhension mutuelle, le respect et l'amour inconditionnel. « Qu'en penses-tu, Lumière ?» demanda-t-elle doucement. « Mais prêt pour de nouvelles aventures ?» Comme en réponse, l'étalon hennit doucement et fit un pas en avant, l'entraînant vers l'avenir qui les attendait. Dans cette lumière dorée de juin, entourée de ceux qui croyaient en elle, Sophie réalisa que leur histoire, celle de la fille sans foyer et du poulain aveugle qui étaient mutuellement sauvés, ne faisait, en réalité, que commencer.